Ouais, on va revenir sur la concurrence mémorielle, mais il y a une chose, une précision qu'on aimerait apporter, c'est quand vous parlez de la violence du rap, donc je suppose que vous faites écho à ce que certains députés ont fait. Non, je fais ce que j'entends. Oui, mais d'après vous, quels sont les artistes rappeurs qui sont les plus vendus en France et quels sont les messages qu'ils véhiculent? Je suis d'accord avec vous qu'il y a des rappeurs, j'en ai vu, j'ai même fait un débat avec l'un d'entre eux qui est de Strasbourg, il y a des rappeurs qui sont très gentils. Je suis pas sûr que Diams, qui est parmi les plus vendus, fasse partie des rappeurs les plus gentils, mais je ne veux pas rentrer avec vous dans une discussion précise. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ceux que vous avez cités et ceux qui sont souvent cités, ils ne vendent sont rien. des gens confidentiels qu'on retrouve souvent sur Internet. Mais les gens qui vendent des gens comme Solar, Diams et autres, n'ont pas Diams, je n'aurais pas votre indulgence. Et puis de toute façon, si vous voulez, je crois qu'il faut que chacun soit libre. Il ne faut pas non plus, si vous voulez, parce que c'est ça qui est... Le rap, comme la culture hip-hop, venant des banlieues ou venant de la rue, est l'objet, si vous voulez, d'une révérence a priori. On dit, ah c'est bien. Non, il faut accepter l'autonomie des critères esthétiques. Il ne faut pas que la sociologie préempte l'esthétique. Ça vient d'en bas, donc c'est bien. Non, ça vient d'en haut, ça peut être bien aussi, ça peut être très mal. Essayons. Donc, d'abord, oui, enfin, écoutez, et puis en plus, tout de même, parce que moi, revenons au social une seconde. Critiquons la société pour ce qu'elle a de pire. Et ce qu'elle a de pire, c'est notamment cette jet set, c'est ce showbiz qui applaudit la révolte des banlieues. Parce que eux, c'est quoi? C'est quoi, grosso modo? C'est l'argent facile, le plaisir immédiat, l'accès à tout. Nous vivons dans le monde de l'immédiateté. Et dans le monde de l'immédiateté, la médiation de l'école ne fait pas sens. Et c'est ces gens qui sont les représentants du monde de l'immédiateté qu'on érige en modèle pour eux. Et il y en a qui ont l'air très gentils, d'autres un peu moins. Il y a Jamel Debbouze, il y a Joe Starr. Et puis, il y a quand même 50 Cent. 50 Cent, c'est l'artiste de rap qui vend le plus de disques dans le monde et il s'appelle 50 Cent. C'est-à-dire, il s'appelle l'argent. Et il dit, il a fait un film, une autobiographie qui s'appelle Get Rich or Die Trying, s'enrichir ou mourir. Si, évidemment, vous véhiculez ce modèle-là, alors, vous créez des impatiences, pour le moins, dans le public de ces écoles-là. Et savez-vous que, par exemple, Karen Montet-Toutain, la professeure, l'enseignante, qui s'est fait poignarder, eh bien, elle était méprisée par ses élèves. Donc je ne parle pas, là, de celui qui l'a attaqué, parce que c'est un dingue et on ne peut pas, si vous voulez, généraliser son cas. Et on ne peut pas rendre l'ensemble d'une classe, même responsable, d'un geste abominable qui appartient à un individu. Mais je parle de la classe. Et la classe elle-même se foutait d'elle. Et vous savez pourquoi elle se foutait d'elle? Parce qu'elle gagnait 1 500 € par mois. Donc le problème social dans ces lieux-là, il vient aussi de la société de consommation, des valeurs qu'elle véhicule à travers les vedettes du basket et les vedettes du showbiz, et aussi à travers les dealers. Parce que c'est quand même le lieu de l'argent facile. Si vous allez en classe en vous disant que 1 500 € par mois, c'est médiocre, vous n'y allez pas pour apprendre. Il fut une époque, pas si lointaine, et peut-être l'avez-vous connue aussi, où on respectait les professeurs pour leur savoir, et où ils faisaient pour nous partie de l'élite, quel que soit leur compte en banque. Mais quel que soit leur compte en banque. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Le compte en banque dit la vérité des choses. Là, nous avons affaire à un terrible problème social. Alors, regardons-le en face. Traitons-le. Ouais, et j'ai juste une chose, je voulais revenir sur les textes de rap, par exemple. On a l'impression que là, ce qui est mis en exergue quand même, c'est que quand on est noir ou arabe, on a l'impression de ne pas avoir le droit de critiquer la France. D'autres personnes le font dans les mêmes termes, d'ailleurs. Par exemple, il y a une chanson de Renaud qui dit « La République, je la tringle » ou « C'est que j'ai mis mon flingue ». Mais moi, je peux vous dire que si Renaud dit ça, alors je peux vous dire, c'est pareil
c'est du même acabit. Alors, c'est pareil, et moi je le dis. On n'a pas eu les mêmes polémiques. Bah tiens, et moi je peux ajouter, si vous voulez, que sa phrase dans une chanson grotesque, où il fait rimer Sarko avec facho, est une abomination. Et une abomination qui a des effets absolument dévastateurs. Parce que si Sarko est facho, Le Pen est complètement laissé tranquille. Et pour les jeunes aujourd'hui... Mais c'est de la démagogie. Mais pour les jeunes aujourd'hui, Sarko est l'ennemi. Et c'est la raison pour laquelle, pour en revenir au début de la discussion, Dieudonné n'a pas complètement été disqualifié. Il aurait dû être disqualifié par ses propos antisémites. Il ne l'a pas été. Il aurait pu être disqualifié par sa visite à la fête bleu, blanc, rouge. Il l'a été partiellement. Imaginez une seconde que Dieudonné ait voulu faire allégeance à Sarkozy. Il était médiatiquement mort. Ça, c'est, si je veux dire, l'effet Renault. Alors, je peux vous dire que non seulement je l'ajoute dans la liste, mais je le mets en tête de liste. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, donc on va essayer de revenir sur quelques thèmes, deux thèmes en l'occurrence. Il y en a un pour lequel également on est sûr qu'il ne s'agit pas d'une erreur de traduction, c'est quand on vous lit, on a l'impression que vous êtes insupporté par ce que vous appelez les concurrences mémorielles, tout ce qui est comparaison victimaire. Donc toujours en vous écoutant, on a l'impression qu'il y a la Shoah, donc vous nous avez décrit comment vous l'avez vécu personnellement, qui serait un drame absolu, et toutes les autres revendications qui se grefferaient autour auraient l'air moins importantes. Alors, est-ce qu'on vous comprend bien? Sinon, qu'est-ce que vous dites? Écoutez, d'abord, pour comprendre quelqu'un qui essaye de réfléchir, il faut l'écouter, c'est vrai, mais il faut le lire. Il faut vraiment le lire. J'ai écrit sur toutes ces questions. Qu'on est dans une société médiatique non, où j'admets on rien. regarde les... J'admets rien. Non, j'admets rien, parce que j'admets que les gens se fassent une opinion. Mais je n'admets pas un réquisitoire, car c'est ça dont je suis l'objet, un réquisitoire aussi violent s'il n'est pas informé. Et quand je parle de réquisitoire, je peux même dire, je suis en dessous de la vérité. Je suis l'objet d'un véritable acharnement aujourd'hui. Un véritable acharnement. Vous me demandez de me justifier, je le fais avec vous parce que vous m'inspirez confiance. Vous m'avez m'expliquer et je le vis comme une main tendue. Mais j'ai 6 procès sur le dos. 6 procès. Je fais des conférences sur l'école, sur la crise de l'école. Moi qui paye ma dette à l'école républicaine. Eh bien, je dois les faire sous protection policière, sous protection des CRS, parce que j'ai des manifestations et des gens qui, dans la rue, disent pas simplement Finkielkraut, raciste, Finkielkraut, raciste. Voilà ce à quoi j'ai droit aujourd'hui et à des insultes sur Internet. Donc, ce que je demande, au moins, c'est qu'on me lise, et notamment le dernier livre, qui est un livre de dialogue avec Ronnie Broman, La Discorde, il y a un chapitre entier intitulé La rage des victimes. Un jour, Jean-François Kahn, a osé dire de moi, résumer ma pensée par cette phrase « touche pas à ma Shoah ». C'est invraisemblable, c'est terrible, puisque précisément, tout mon effort depuis le juif imaginaire, c'est un effort de dépropriation, de dépossession. C'est pas moi. Les parents et les grands-parents que je n'ai pas connus, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, j'essaye, si vous voulez, de vivre leur absence. J'essaye aussi de trouver quelque chose, d'instaurer une certaine fidélité. Et il y a très peu de temps, ma mère m'a dit, par exemple, que son père, à Lvov, il travaillait avec sa mère, ils avaient une entreprise de bois. Et curieusement, sa mère était la femme d'affaires, et lui vivait parmi les livres, et j'ai compris ce que me disait ma mère, que c'était des livres hébraïques, les livres de la tradition, la Torah. Moi, je suis un juif sans religion, sans tradition. Et en même temps, j'ai envie de me dire que mon souci actuel des livres, eh bien, c'est ma fidélité à ce grand-père que je n'ai pas connu et à cette tradition qui est si éloignée de moi. Mais je ne peux me dire cela que précisément parce que j'accepte cette distance. La Shoah, ce n'est pas moi, premièrement. Deuxièmement, je pense en effet
que toutes les mémoires douloureuses ont leur place. Ce que je mets en cause, c'est l'envie de Shoah chez les uns et chez les autres. Oui, il faut parler du colonialisme, oui, mais placer le colonialisme sous le paradigme de l'extermination, c'est se condamner à mentir. De même, il est indispensable de parler des traites négrières. Ne croyez pas qu'on ne l'ait pas fait. Je suis presque un vieux monsieur. Dans les années 60, j'étais au lycée. J'ai tout appris des commerces triangulaires au lycée. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas appris. Ça, je l'ai appris. Qu'on l'apprenne mieux, oui. Qu'on tienne compte même de la mutation démographique de la France pour approfondir les recherches universitaires, oui. Mais là encore, calquer la traite des Noirs, qui est un crime épouvantable sur le modèle de la Shoah, ce n'est pas faire œuvre de connaissance. C'est au contraire rejeter de la connaissance tout ce qui est différent. Et on l'a bien vu avec Olivier Prétry-Grenouillot. Ce n'est pas un raciste, c'est un chercheur qui a écrit sur les traites négrières un livre admirable. Malheureusement, ça n'entrait pas dans les purs. Il ne satisfaisait pas cette étrange, et je dirais même cette obscène envie de Shoah qui saisit certains. Car il disait il y avait des traites négrières, alors qu'on aime à penser la solidarité des enfants d'esclaves et des enfants de colonisés. Je peux vous dire comment ça a été perçu, puisque sur notre site notamment ça fait débat, c'est qu'on ne parle pas de la traite, on n'en parle jamais, et le jour où on en parle, c'est pour dire il y a la traite, mais c'en est une parmi d'autres. Vous pouvez comprendre que c'est comme ça que ça a été présenté. Eh bien, je ne le comprends pas. D'abord, c'est faux. Je vous dis que moi, on en a parlé. Quand on m'a parlé de l'esclavage dans les années 60, on ne m'a pas parlé de la traite musulmane. J'ai entendu parler de la traite atlantique. J'ai lu Montesquieu. J'ai lu l'ironie de Montesquieu dans l'Esprit des lois, sans jamais avoir entendu parler de la traite islamique qui a duré beaucoup plus longtemps. Sur la scène médiatique française, c'est-à-dire que les gens qui ont parlé du livre, encore une fois, on parle du grand public qui sont... Ils ont tort. Ils font ça pour effectivement pouvoir nourrir leur procès de la France, la fidélité à ses ascendants, la fidélité à ses aïeux exige davantage. En plus, il est extrêmement précis sur la traite négrière atlantique. Il dit les choses avec à la fois précision et sévérité. Mais il dit une chose que beaucoup d'Africains ne veulent pas entendre, c'est qu'il n'y avait pas, à ce moment-là, de conscience africaine. Et c'est intéressant, parce que ça aussi, ça tue un stéréotype. Peut-être, je ne sais pas, pour des Noirs, peut-être, je ne sais pas. Enfin, peut-être des Noirs peuvent penser que tous les Blancs se ressemblent. Mais des Blancs, eux, sont souvent tentés de se dire tous les Noirs se ressemblent. Donc ils se disent, en fait, il y avait une conscience africaine, puisqu'ils sont tous africains. Donc, comme les différences, le Blanc ne les voit pas, il se dit donc les différences ne comptaient pas. Et en fait, ce que montre Prétry-Grenouillot, ce qui d'ailleurs nous donne une image beaucoup plus subtile du monde noir, et ce qui nous amène à lever un préjugé, c'est que c'est pas vrai. C'est que les différences étaient très importantes d'une tribu, d'une ethnie, d'une nation à l'autre, et que donc cette conscience collective n'a pas pu naître, a mis très longtemps à naître, et que donc il y a eu en effet une participation africaine à la traite, et la conscience africaine est très postérieure. Bon, eh bien, pourquoi ne pas la dire? Pourquoi ne pas le dire? Parce que on veut inventer. On veut inventer quoi? On veut inventer que tous les Domiens et tous les Africains sont des descendants d'esclaves. C'est faux pour les uns et pour les autres. C'est faux. Donc, on dit, on veut la connaissance alors qu'on veut la Shoah, et alors qu'on veut une identification gratifiante. Non, il est indispensable de résister à cela, et je le fais, si vous voulez, et je suis, me semble-t-il, d'autant plus habilité à le faire, que personnellement, je refuse tout rapport d'identification avec les génocides des Juifs. Je suis fils de déportés. Je ne me suis pas inscrit, jamais, dans l'association Fils et Filles de déportés, précisément pour cette raison. Je n'ai jamais consenti à aucun moment, dans aucune manifestation, à brandir, comme d'autres l'ont fait, l'étoile jaune. Voilà. Donc je suis habilité à dire ce que je dis. L'esprit de simplification est le dernier mot. Nous sommes tous
placé sous le joug de l'esprit de simplification médiatique. C'est lui qui décide, c'est lui qui tranche, et ça veut dire qu'on est foutu. Et ça veut dire que même, parce que là, je vous ai parlé 1h30, mais même ça, c'est trop. C'est trop pour ce que les médias demandent, parce que on peut parler éventuellement très longtemps sur un média comme Internet. D'abord, ça a moins d'auditeurs, et de toute façon, la simplification l'emportera toujours. Alors, on ne s'en sortira pas. Alors, la haine va grossir, et pour éviter la haine, il faudra le silence, les demi-vérités ou le mensonge. Pétré Grenouillot est un chercheur. Il est tombé, si vous voulez, comme un cheveu sur la soupe de l'idéologie. Lui, il n'était pas engagé dans un combat militant pour la reconnaissance de ceci ou de cela. Et cette recherche tombait mal. Parce que cette recherche, justement, ne satisfaisait pas l'attente du discours militant. Au nom de quoi il a été traqué, il a subi des menaces, et il a vécu terré pendant et je crois que certains ont abandonné les poursuites civiles, mais d'autres continuent à le poursuivre pénalement. Donc, je serais d'accord avec vous. Si vous avez raison, il ne vous a pas échappé qu'il a été poursuivi, non pas pour son livre, mais plutôt pour des propos qu'il aurait tenus dans les journaux. Oui, mais même moi j'ai lu ses propos dans le journal du dimanche. Voilà. Il n'avait rien de scandaleux. On ne peut pas, si vous voulez, ou alors vraiment, mais moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est effectivement aujourd'hui le progrès ou le retour de la haine dans l'espace public. La haine commence quand la politique cesse d'être conçue comme dialogue et est conçue comme guerre. C'est le renversement de la formule de Clausewitz. Clausewitz disait la guerre doit être la politique poursuivie par d'autres moyens. Et puis Lénine a dit la politique c'est la guerre poursuivie par d'autres moyens. Eh bien c'est Lénine qui gagne aujourd'hui, même s'il n'y a plus de communisme au sens strict. Et la guerre, elle crée beaucoup de souffrances et elle peut aussi faire des morts. C'est-à-dire qu'à force d'injurier les gens, à force de les traiter de racistes, ou à force de dire qu'ils diffusent des opinions criminelles, on en vient un jour ou l'autre à favoriser le passage à l'acte. Alors il faut que ça s'arrête. C'est tout. Et vraiment, il y a assez à faire aujourd'hui contre la discrimination, contre le racisme, pour ne pas s'inventer des cibles. Voilà, donc avant la dernière question sur le football, donc, je repensais à une anecdote, parce que je suis d'origine camerounaise, et je me souviens, comme d'autres Camerounais, d'un jour de 98 où vous étiez interrogé, je ne sais plus par qui, sur le plateau de LCI, au moment où le drame national était que Laurent Blanc allait être privé de finale, parce qu'il avait eu un geste malheureux contre je ne sais plus, un Croate qui avait simulé. Et vous étiez ému du fait que le Cameroun aussi avait été éliminé sur une erreur d'arbitrage, et que personne ne s'en était ému. Vous voyez comment, il y a 8 ans, une partie des Africains, vous voyez comme l'un des rares à avoir mis ce fait sur la place publique, et que 8 ans plus tard... Et c'est vraiment dommage, mais c'est d'autant plus dommage que, oui, moi, je vois, il y a plusieurs Coupes du Monde où le Cameroun était mon équipe favorite. C'était une équipe très généreuse, je me souviens de Mila, etc., et je me souviens avec des amis d'avoir vibré pour le Cameroun, et je n'ai pas changé. Pendant cette Coupe du Monde, j'ai profondément regretté l'élimination de la Côte d'Ivoire, qui me semblait une des meilleures équipes. Vous savez, moi, ce qu'on m'a reproché, c'est d'aimer les nations. Je me suis retrouvé à un moment donné tout seul à défendre la Croatie et la Slovénie au moment de l'éclatement des Balkans. En Bosnie, les choses ont changé, nous avons été plusieurs. J'ai été un des premiers à dénoncer le siège de Sarajevo comme un crime contre l'humanité, et aujourd'hui on fait de moi un islamophobe. Et aucune organisation, style MRAP, etc., n'ont jamais levé un doigt pour les musulmans bosniaques. Mais je ferme la parenthèse. Donc j'aime les nations, et j'aime aussi au foot voir apparaître
certaines nations qu'on connaît moins bien. Et comme je suis amateur de football, quand une nation développe un jeu offensif, comme c'est souvent le cas des équipes africaines, je suis le premier à applaudir. Et j'aurais rêvé que la Côte d'Ivoire arrive en finale. C'était une des plus belles équipes cette année, absolument. Donc, je n'ai changé en rien. Et j'ajoute, si vous voulez, que dans cette Coupe du Monde, j'étais une fois au Stade de France. Parce qu'un ami à moi avait réservé des places pour la demi-finale, sans savoir, évidemment, quelles allaient être les équipes qui s'affronteraient. Or, il se trouve que c'était la France et la Croatie. Et j'avais un dilemme. Parce que c'était l'époque où je défendais la Croatie un peu seul contre tous. Donc, je me suis dit, je vais sûrement être pro-croate. Puisque c'est ta petite nation. Puis j'avais vu Pascal Boniface, un spécialiste de relations internationales, doctement, sur une radio, dire que c'était le match de la démocratie contre la dictature. Donc il fallait que la France gagne, parce que le régime croate ne lui plaisait pas. Moi, je ne défendais pas le régime croate, je défendais le droit des Croates à l'indépendance. Et ce plaquage politique m'avait été insupportable. Donc j'arrive bien décidé à applaudir les Croates. Et je n'ai pas pu, si vous voulez. J'ai été effectivement patriote français malgré moi. Mais qu'est-ce que ça a donné, ce patriotisme français? Les Croates mènent 1-0. Bon, et je me rends compte que je ne suis pas content. Bon. Et tout d'un coup, Thuram marque un but. Et puis Thuram marque un deuxième but. Et puis Thuram a cette posture dont tout le monde se souvient. Posture du penseur. Et qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je ne marque jamais de but et j'en ai 2. Et j'étais heureux. J'étais fou de joie. Je me suis identifié, si vous voulez, mais sans la moindre hésitation, à l'équipe de France menée par Thuram. Je lui étais reconnaissant d'emmener la France en finale. Et voici maintenant que lui et d'autres croient que je suis raciste. Et c'est vrai, ça me fait de la peine, parce que je continue à aimer le football, parce que je persiste à penser que le rôle du sélectionneur, c'est de choisir la meilleure équipe. S'il pense que Malouda est meilleur que Djouli, il faut y mettre Malouda. Je ne suis pas, moi, en plus, pour une équipe représentative. Je suis pour la meilleure équipe. Et il est clair que Domenech, qu'on a beaucoup critiqué, a fait le bon choix. Il n'y avait pas beaucoup de remplaçants, mais il a choisi une équipe qui a monté à puissance et qui était la très bonne équipe. Donc, évidemment, cette perception de moi, elle est fausse à tous les étages. En dernier lieu, j'avais envie de connaître votre sentiment après le drame du PSG et le supporter qui a été tué. Ah, ce drame-là, parce qu'il y a le drame. Vous avez raison, c'est pas un drame sportif. Oui, sportivement, comme moi, j'étais enfant un supporter du Racing, époque bénie où on allait au match et où on applaudissait l'équipe adverse quand elle jouait bien. Puis je suis devenu supporter du PSG et ça, c'est pas une sinécure. Donc, excusez-moi d'avoir raisonné d'abord en termes sportifs. Je pense qu'il y a un problème de violence dans la société et dans les stades. Et je pense en effet qu'il y a un recul terrifiant de la civilité. Parce que vous avez ces petits groupes de supporters hyper violents, mais vous avez des supporters non violents qui chantent « Marseille, Marseille, on t'encule ». Et Paris, Paris, on t'encule aussi. Moi, je ne vais plus au Parc des Princes à cause de ça. Je ne peux pas entendre ça. Et ça, ce ne sont pas des supporters violents. C'est ni le COP de Boulogne, ni Auteuil, ni le virage d'Auteuil. Donc il y a un recul de la civilité. Il y a un rapport aux arbitres que la technique aussi a contribué à changer. Puisque maintenant, avec les vidéos, etc., on voit ce que les arbitres ne voient pas. Donc on est dans la posture de l'infaillible. On méprise l'arbitre. Moyennant quoi, le dimanche après-midi, quand des gens vont sur les stades, ils cassent la gueule aux arbitres. Donc ce qu'il advient de la société, ce qui advient du football, m'inquiète énormément. Je pense que les supporters violents, c'est un symptôme parmi d'autres de ce recul épouvantable de la civilité. Ce symptôme doit être traité. Quand c'est du racisme, ça doit être traité avec un maximum de sévérité. Mais là encore, tous les racismes, cette affaire a eu lieu après un match qui opposait une équipe de Tel Aviv à celle du PSG. Le PSG a pris une correction tout à fait surprenante, 4-2. Là encore, d'ailleurs,
J'étais pour le PSG, donc je ne comprenais plus rien à moi. Je me suis dit, bon, ben là, j'ai quand même être pour Tel Aviv. Non, j'étais pour le PSG. J'étais triste. En revanche, il y avait des supporters israéliens, et il y avait aussi des types de Sarcelles qui étaient plus pour Tel Aviv, même s'ils viennent tous les dimanches soutenir le PSG. L'ambassade d'Israël leur avait demandé de ne pas brandir de drapeau, parce que ça pourrait être jugé comme une provocation, ce qui m'a évidemment, vraiment, ce qui m'a fait mal, ce qui m'a serré le cœur. Et aussi, au virage d'Auteuil, on brandissait des drapeaux palestiniens et des drapeaux du Hezbollah, et des injures fusaient. Et ça, c'est très triste. Évidemment, c'est très triste. On ne devrait pas laisser ça sur les stades. On devrait, je n'ai pas une vision irénique des choses, mais quand la violence de l'incivilité et la violence de la politique convergent contre une petite équipe israélienne et ses supporters qui ont le malheur d'humilier le PSG, alors c'est épouvantable. Je pense qu'elle voulait parler aussi du symbole du fait que le supporter qui était pris à partie a été défendu par un policier antillais. Je suppose que c'était... Oui, mais pour oui, parce moi... qu'on a eu, disons que sur les forums, on a eu beaucoup de réactions, et ce qui paraissait vraiment le plus pointé du doigt, c'était qu'effectivement, il fallait combattre tous les racismes, et que en plus... Mais vous avez tout à fait raison. Mais moi, j'ai été très sensible à ce phénomène, c'est-à-dire que c'était une ratonnade, c'était une sorte de petit pogrom. Et s'il a échappé au pire, c'est grâce au courage et au sang-froid d'un policier antillais qui était seul, puisqu'il était en faction pour autre chose, etc., et qui lui a évité vraiment, sans doute, le pire. Et donc, c'est une image qu'il faut pouvoir retenir. C'est une image dont j'espère qu'on pourra faire un symbole. D'un autre côté, si vous voulez, je me suis dit, avec tristesse, que si ce policier n'avait pas été antillais, et si sa victime avait été, non pas ce pauvre type, mais le maghrébin ou le beurre qui était près de lui, alors tout aurait changé, et peut-être qu'on aurait assisté à des nuits d'émeute. Parce que malheureusement, les gens raisonnent comme ça. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je n'ai pas pu complètement m'abandonner à ce symbole. Mais maintenant qu'on sait cela, oui, il y a quelque chose à retenir de cet événement. Oui, face à la bêtise, face à la haine, face à la rage, un policier antillais peut protéger un jeune juif, et l'inverse doit être vrai aussi. Et je peux vous dire que quand j'apprends, par exemple, que au quartier du Marais, c'est arrivé il y a quelques semaines, des jeunes de la Ligue de défense juive s'en sont pris à des éboueurs d'origine africaine, je suis indigné, et je ne suis pas simplement indigné, j'ai honte. Parce que c'est aussi ça, appartenir à quelque chose, à une collectivité, à une nation. C'est qu'on est compromis par elle. C'est ce qu'a dit admirablement Rabin après le carnage de Hébron, vous savez, du tombeau d'Abraham. Baruch Goldstein tue 40 personnes musulmans qui vont se recueillir. Et Rabin l'a dit, il a dit, c'est pas... J'ai honte. Et donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis senti compromis. Que des gens puissent vouloir se défendre. Il y a eu des groupes d'autodéfense glorieux. Le Bund a créé des groupes d'autodéfense. Mais si se défendre, c'est prendre à partie, et qui plus est, des éboueurs, ça, je pense que c'est du fascisme pur. Et donc, en effet, là, vous avez raison. Il faut opposer l'image de ce policier antillais protégeant un juif à cette autre image. Non pas pour dire que l'une symboliserait la générosité des Antillais et l'autre le racisme des Juifs, mais pour citer la première en exemple et pour montrer que la deuxième, c'est l'horreur absolue. Merci. Parfait.